Bonjour à toutes et à tous, Marhaba comme on dit en arabe. Radio des Sans-Voix s'envole ce soir au Maroc, le pays du soleil et des palmiers, mais aussi le pays qui évolue pour un meilleur respect des droits de l'homme. C'est moi la voix, non c'est moi la voix, non c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Le mot Tazmamart est désormais synonyme d'horreur et d'abomination. Il désigne un bagne mouroir où furent enfermés de 1973 à 1991 58 militaires qui avaient participé à 2 attentats contre le roi Hassan II du Maroc. L'un des prisonniers du sinistre bagne de Tazmamart décrit par le détail ses 18 années d'enfermement dans des conditions terribles. Il raconte aussi la mort de ses camarades les uns après les autres. Un livre-choc, le plus gros succès d'édition que le Maroc ait jamais connu. En effet, Ahmed Marzouki a participé à son corps défendant au coup d'État de juillet 1971 contre le roi Hassan II au palais de Skhirat. Le coup d'État, mal organisé par la haute hiérarchie militaire, a tourné au véritable carnage. Un certain nombre des responsables militaires ont été fusillés aussitôt après. D'autres qui avaient été envoyés en commando, sans connaître le but de leur mission, ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans de prison. Ahmed Marzouki était de ceux-là. Estimant que la justice s'était montrée trop clémente, le roi Hassan II les fit enlever nuitamment de la prison où ils purgeaient leur peine et ordonna de les enfermer pour toujours dans un bagne secret, spécialement construit au fin fond du royaume, pour assouvir cette sinistre vengeance. Pendant des années, on ignora tout de leur sort. Plusieurs décennies après, les victimes des années de plomb traînent encore de lourdes séquelles physiques et psychologiques. La mort de Hassan II en 1999 a signé la fin des années de plomb. Malgré toutes les avancées sur la question des droits de l'homme au Maroc, il manquera toujours la vérité sur certains enlèvements et assassinats. À l'occasion de la 108e session du groupe de travail sur les disparitions forcées des Nations Unies qui s'est déroulée au Maroc du 8 au 12 février de cette année, notre ami Doriane de la Fédération euroméditerranéenne contre les disparitions forcées FEMED avait rencontré M. Ahmed Marzouki, l'auteur du livre Tazmamart Cellule 10. Avec des mots simples, il avait tenu à répondre aux questions de Radio des Sans-Voix. البرد كان يدوم 8 أشهر، وكان طبعا درجة الحرارة كانت تنزل إلى ما تحت الصفر، حتى أننا مثلا نصيبنا من الماء لم نكن نأخذه في الصباح نظرا لأن الأنابيب كلها كانت مجمدة. كانوا ينتظرون ما بعد الزوال لكي يعطونا الماء 5 لترات في اليوم، هي للشرب وللغسل وللمرحاض ولكل شيء. الدواء طبعا منعدم إطلاقا، منعدم بالمرة. كان جميع العوامل كانت هنا كانت موضوعة في تزممرت لكي نموت على مهل، حتى أن الواحد منا لما كان يفقد عقله كان يخبط على الباب ويهذي باسم أمه وبأشياء أخرى إلى أن يسكت، إلى أن يموت، ثم يؤخذ ويرمى في حفرة. هذه هي تزممرت. Parle souvent des survivants, des ex-disparus, mais rarement des morts. Pensez-vous que leurs familles, leurs enfants ainsi que leurs proches sauront faire le deuil grâce à votre témoignage et celui des autres libérés? Est-ce une façon de rendre ainsi hommage à ces oubliés de l'histoire? 2 questions. Non, on ne peut jamais oublier les camarades qui sont décédés à Tazmamart, parce que
On a essayé d'honorer leur mémoire en écrivant ce qu'ils avaient enduré. De plus, il y a avec nous les familles dans l'association des anciennes victimes du ban de Tazmamart. Ils sont toujours avec nous. Chaque fois qu'il y a une réunion ou un séminaire, ils sont toujours présents pour demander l'identification et la détermination de comment on appelle, oui, c'est-à-dire la détermination de l'identité, de l'identification parce qu'à Tazmamart, l'État avait promis par le biais du Conseil national et avant par le biais du Conseil constitutionnel des droits de l'homme d'identifier et de déterminer l'identité de chacune des victimes. Malheureusement, il y a des tombeaux sans aucune épitaphe, sans aucune... c'est-à-dire, ils sont tous des morts inconnus. Inconnus. Et il y a un laisser-aller, une sorte de désistement de la part de l'État de contribuer à cette identification. Donc, on est toujours soudés, ils sont toujours avec nous, et ils sont représentés par leurs fils, par leurs femmes et par leurs filles. Voilà. D'accord. Et donc, vous pensez que c'est une façon de rendre hommage à ces oubliés de l'histoire? Oui, oui. Lorsqu'on parle de Tazmamart, on parle automatiquement des survivants et des morts. On ne peut pas exclure les morts. Les morts, ils sont avec nous, ils sont présents avec nous, et par le biais de leurs familles, qui sont toujours avec nous là où on est. Donc, pour moi, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de marginalisation, quoi que ce soit. Donc, l'affaire de Tazmamart comporte deux volets, les survivants et les morts. من شاهد القتل الجماعي والعشوائي في ساحات الدار البيضاء سنة 1965 وفي شوارع مدينة الناظور وفاس ووجدة سنة 84. هذا هو اللي خلانا رحنا نعانيو، والحمد لله لهذه الساعة ولهذا الضوء اللي راه نحلت باش نقدروا نحكيو على معاناتنا اللي عانيها خوتنا اللي ما عارفينش اشنو صار فينا. Une partie des victimes a touché une indemnisation financière et bénéficie d'une couverture sociale via la mutuelle des fonctionnaires d'État. Mais puisque la formule veut que l'on paye avant d'être remboursé, elle sert à rien aux plus démunis des victimes. Qu'avez-vous l'intention de faire afin que cette prise en charge soit réellement bénéfique pour les victimes? Oui, tout d'abord, il faut parler des indemnités. Les indemnités, pour moi, c'était une façon arbitraire d'indemniser les gens. Tout d'abord, on a été contraint de signer un document sur lequel on affirme qu'on accepte quelle que soit l'issue du verdict. On était dans une situation extrêmement précaire. Et cette commission avait exclu la participation aussi bien des organisations des droits de l'homme, aussi bien nos avocats. Donc, elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle a représenté l'État et nous, on était complètement impuissants devant elle. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle a prononcé des sommes sur des critères que nous ignorons jusqu'à maintenant, et des sommes qui varient d'une victime à l'autre, et d'une façon vraiment outrageuse, ceci. Mais en concernant la couverture médicale, telle que nous l'avons conçue, telle que nous l'avons espérée, devrait être à 100%, parce que l'État est complètement et entièrement responsable sur ce que nous avions enduré. Tout le monde, tous les survivants sont sortis avec des séquelles très très graves, et avec les indemnités qu'on a reçues, donc on a réservé une partie très importante pour faire subir des opérations chirurgicales, etc. Donc,
Comme vous voyez, l'État est entièrement responsable. Et jusqu'à maintenant, lorsque c'est-à-dire les sommes qu'on paie pour les soins, etc., et on est remboursé que même pas sur le 1/3. Comme vous voyez, donc le remboursement est vraiment minime par rapport à ce qu'on dépense. Donc c'est pas une vraie couverture médicale. Et jusqu'à maintenant, donc, privé de travail, privé de ressources matérielles, privé de rien, l'État ne cesse de faire beaucoup de tapage sur les droits de l'homme, pour redorer son blason, pour dire qu'on est sur la bonne voie. Mais en fait, ce qui représente les exactions les plus criantes des droits de l'homme, c'était Etaz Mamart. Or, comment se fait-il que jusqu'à maintenant, on n'a pas une solde mensuelle, on n'a rien. On n'a rien. Et de ce fait, oui, survivants ont trouvé la mort dans des conditions dramatiques. Donc, c'est vraiment stupide de parler de couverture médicale ou de quoi que ce soit. Comment vous opérez afin que cette prise en charge devienne effective? Quels sont les moyens que vous mettez en œuvre? Est-ce que nous n'avons laissé aucune porte. Nous n'avons laissé aucune personnalité, aucun organisme à contacter. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire. Mais malheureusement, on trouve devant nous un mur. Un mur. Même le Conseil national des droits de l'homme, qui était et qui est maintenant chapeauté par des anciens détenus, malheureusement, ils sont passés de l'autre côté. Ils nous ont nié carrément. Et leur comportement tend à expliquer leur mentalité en disant que nous sommes plus royalistes que le roi. Et c'est pour eux un plaisir sadique de démontrer qu'ils sont en train de malmener leurs anciens camarades. Donc, depuis M. Benzikri jusqu'à M. Liazami, donc, leur comportement est le même. C'est-à-dire, ils ne veulent plus nous recevoir. Pour eux, l'insertion, pour eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en se basant sur une insertion un peu ridicule, parce qu'ils ont dressé, l'année dernière, il me semble, il y a 2 années, ils ont dressé une liste sur laquelle ils ont mis 200 victimes. Et ils ont tout mélangé. Ils ont mis au même pied d'égalité ceux qui étaient condamnés à 1 année, à 2 à 3 années, avec ceux qui ont été enterrés vivants pendant 20 ans. Ce qui est vraiment injuste. Et on leur a octroyé un logement social, économique, de 50 mètres carrés. Ce logement économique, il n'est ni vendu, il ne peut pas être vendu avant 5 ans, l'écoulement de 5 ans. Comme il peut être loué à une somme vraiment modique, qui ne peut pas subvenir aux besoins Je trouve que c'est une sorte une sorte de mépris par rapport à ces gens. Il n'y a rien, absolument rien. Par rapport aux ex-détenus civils, donc la différence est énorme. Leur dossier a été réglé une fois pour toutes. Ils bénéficient de leur solde, etc. Quant à nous, donc on meurt l'un après l'autre. Et jusqu'à maintenant, il y a 8 qui ont trépassé, comme je vous ai dit, dans des conditions dramatiques. Merci. Docteur Hakima Douchi, psychologue de l'Association médicale de réhabilitation des victimes de la torture, AMRVT, raconte l'histoire d'une patiente qui était fille d'un ex-détenu politique que son père punissait en lui bloquant la tête sous l'eau. Elle disait « Mon père répétait ce qu'il avait subi sans même s'en rendre compte. »
Y a-t-il réellement un suivi pour ces victimes de torture? Aucun suivi. Aucun suivi. Rien de rien. C'est tout ce que je peux dire. Aucun suivi. Nous, par exemple, en sortant de Tasman, vous savez que les cosmonautes, au moins lorsqu'ils reviennent, ils sont mis en quarantaine pendant 40 jours pour les informer de ce qui s'était passé. Mais non, 20 ans. Imaginez 20 ans. On était comme dans le delà et puis on est revenu. Donc tout a été, pour nous, le monde était bouleversé, tout avait changé. Et il fallait, c'est une deuxième naissance, il fallait faire beaucoup d'efforts tout seul, pour pouvoir s'insérer dans une société qui a été bouleversée de fond en comble. Donc aucun suivi, à part une tentative que nous saluons beaucoup de la part de l'OMDH, c'est l'OMDH par le biais d'un psychologue, M. Zieziou, prenait la peine de venir au siège de l'OMDH une fois par semaine pour essayer de nous rassembler, et la cure consistait à nous laisser parler, à nous laisser nous extérioriser, à nous défouler de dire n'importe quoi. Donc, à part ça, il y avait quand même la tentative, plutôt les répétées de l'AMDH qui nous organisait des rencontres avec le public pour le raconter. Donc c'était quand même une sorte de défoulement, une sorte de cure. Mais l'État n'a rien fait pour nous. Il nous a laissé parce que, et il faut vous dire une chose, c'est que lorsque on nous a extirpés de Tazmamart, il nous avait promis de revenir nous chercher dans un délai d'1 mois pour pouvoir nous insérer dans la société, pour nous soigner, etc., etc. Or, rien de cela n'a été fait. L'État n'a pas tenu sa promesse et il nous a laissé pendant 4 ans traîner, devenir une charge très lourde pour nos familles qui, pour la plupart, étaient très pauvres. Donc, vous voyez que pendant les 4 années qui suivaient, c'était une continuation de Tazmamart, c'était une sorte de vengeance avec une manière un peu détournée, et voilà. Donc justement, vous parliez des familles. Est-ce que les familles sont concernées par un suivi quelconque? Non, aucun suivi, strictement rien. اللحظة في الحقيقة ربما نقول لحظة هيئة الإنصاف والمصالحة جات يمكن نعتبرها كتتويج، لأن الواحد كيحس برد الاعتبار من دينامية الانفتاح اللي بدات الأدبيات ديال المعتقلين كتصدر روايات، شهادات، ملي بدا الإعلام يمكن بين مزدوجتين يتجرأ على فتح هذه الملفات، من الحديث عن ملفات الاختفاء، عن تازمامارت بتاريخها، بشهادات ديال الناس اللي عاشوها. هذا هو اللي كان ربما القمة ديالها. أولا قوته فيه فعلا رد الاعتبار لهذه الضحايا. الجانب الثاني فيه الأول فيه كذلك الجرأة السياسية. تلك لم تعكس في الحقيقة ما عشناه في تازمامارت، وإن كانت قد أعطت واحد لمحة موجزة. المهم هو أن تلك الجلسات العمومية طبعا لما جاءت بعدها لم يكن هناك لقاء مع الجلادين أو طلب الصفح. تصافحنا مع من؟ تصالحنا مع من؟ مع المجهول. فقلنا أليس في هذه العملية تشجيع وتشجيع لمن سيأتي بعد هؤلاء الجلادين؟ الجلادون أحسوا بأنهم لهم حصانة. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Et comment réapprendre à vivre et pardonner, selon vous? Non, il nous a fallu faire beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Depuis la démarche, il fallait
il fallait savoir marcher comme tout le monde. Parce que tous, sans exception, on avait l'impression d'heurter le mur. On était comme des bêtes dans des cages. On faisait des petits pas. 1, 2, demi-pas. Et puis on fait demi-tour et ainsi de suite. C'était la seule chose, c'est-à-dire le seul espace pour des mouvements très très limités. Donc lorsqu'on a recouvré notre liberté, c'était très difficile de marcher. À chaque pas qu'on faisait, on avait l'impression d'heurter le mur. Donc c'était un mur imaginaire qui se dressait toujours sur notre parcours. Et c'était très difficile. Donc, vous voyez, donc il fallait réapprendre à marcher, réapprendre à parler. Parce que j'avais la tendance de hurler. J'étais avec ma mère. Lorsque ma mère me disait bonjour, je disais bonjour. Alors, en croyant communiquer avec le camarade, mon vis-à-vis, qui était dans une autre cellule. Et il fallait hurler, gueuler à tue-tête pour pouvoir faire parvenir sa voix à son camarade. Donc, jusqu'à maintenant, il y a ma femme qui me dit que je lui casse la tête avec, parce que j'ai tout le temps en train d'hurler. Il y a plein de choses qu'on était appelés c'est-à-dire à réapprendre et à corriger, etc. Plein de choses. Donc, c'était pas facile. Mais, concernant le pardon, moi, personnellement, je ne pense plus à Tazmamart. Et j'ai, pour vous dire une chose, et vous allez peut-être trouver ça un peu drôle, c'est que je plains ceux qui ont fait Tazmamart. Je les plains. Je les plains parce que je ne sais pas comment ils réfléchissent, je ne sais quel mépris ils ont de l'espèce humaine, et je ne sais pas comment, pour moi, ils sont indignes d'être des humains, parce qu'ils nous ont traités moins que des bêtes. Et moi, personnellement, je vous le dis en toute sincérité, je suis incapable d'écraser une fourmi. Et à tel point que dans ma famille, on me dit que tu étais quand même un militaire, mais je dis un militaire. Même pour un rat, j'interdis de le tuer. Même, c'est pas. Parce que c'est Tazmamart qui m'a appris à respecter la vie, quelle que soit cette vie, d'un animal. Donc, pour moi, je plains ces gens. J'arrive même pas à leur en vouloir. Franchement. Je veux bien avoir de la haine, mais je n'en ai pas, tout simplement. Le système responsable, parce qu'il y a toujours un responsable, des horreurs vécues, doit-il changer d'après vous? Doit-il changer? Responsable? Le système responsable. Bien sûr, mais ça va de soi. Ça va de soi s'il ne change pas. À quoi sert notre expérience? Donc, s'il ne change pas, il doit changer. Sinon, il y aurait toujours d'autres Tazmamart qui vont récidiver, et ainsi de suite. Donc, et le malheur, c'est qu'il y a des responsables qui sont toujours omnipotents, ils occupent des postes très. Donc, ils sont là. Donc, pour nous, la moindre des choses serait de limoger ces gens-là. Sinon, c'est un message pour les éventuels tortionnaires de continuer l'œuvre de leurs prédécesseurs. Donc, justement, le pardon est une démarche individuelle, alors que la justice relève de la société. Et qu'attendez-vous de la justice marocaine aujourd'hui? Ce que vous venez de dire? Je n'attends aucune chose de la justice marocaine, parce que la justice est indépendante, elle est très faible, elle est entre les mains du pouvoir, et je ne vois pas un pouvoir qui se condamne, ou plutôt qui se met en cause. Donc, tout simplement. Donc, ça, c'est triste de dire ça. Donc, c'est de la rigolade. Un système. Mais quel est le système? Le ministre de la Justice est entre les mains du pouvoir. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, voyez-vous, avez-vous vu dans le monde des dictateurs quelqu'un qui se met en cause? Parce que même si on porte plainte, et qui sait, on trouvera mille
mille prétextes pour ne pas faire aboutir voilà. D'accord. Et donc, du coup, vous pensez que c'est à l'histoire de juger les responsables? Oui, c'est à l'histoire, parce que c'est à l'histoire de juger l'histoire. Mais à l'histoire de juger les responsables. Et il me semble que nous, on est parvenus, par nos petits moyens, à les juger, parce qu'on a témoigné. Et ce témoignage restera éternel. Et c'est l'écrit qui reste. Donc il sera... Moi, personne, je suis très, très, très satisfait. Très, très satisfait parce que c'était extrêmement difficile de faire un témoignage à une époque où le ministère de l'Intérieur était omnipotent et disposait du droit de vie ou de mort sur les citoyens. Je suis parvenu, je me suis jeté dans la gueule du loup en écrivant ce témoignage. Dieu merci, il est sorti et les Marocains ont su ce que c'était Tazmamart. Donc, sans commentaire. Voilà. C'est parfait. Merci. Je pense que on clôture cette interview. Merci à vous. Voilà. Merci.